Ben, bonjour. Donc, moi, je vais vous présenter les résultats de mon mémoire de maîtrise là, qui portait sur le soutien social aux jeunes trans et non-binaires qui reçoivent des soins médicaux d'affirmation de genre. Fait que, au niveau de la problématique, les interventions hormonales font partie des meilleures pratiques. Elles sont recommandées là, à l'international. Dans les inconvénients, ben, pour les mineurs de moins de 14 ans, il faut un consentement parental. Puis comme c'est un traitement qui est relativement onéreux, ben, les enfants vont avoir besoin d'un soutien financier ou de l'accès au régime d'assurance médicaments des parents. Il y a, les normes traditionnelles, de genre, comme la cis-normativité puis la binarité qui sont présentes, que l'on soit conscient ou pas. Fait qu'elles exercent une pression de se conformer, puis elles sont renforcées par différentes sphères de l'environnement social. Fait qu'on pense aux toilettes genrées, aux pronoms masculins, féminins. Fait que les jeunes trans et non-binaires qui ne correspondent pas à ces normes-là vont subir différentes formes d'agression puis de la détresse psychologique. L'affirmation sociale du genre passe forcément par le regard puis l'interaction avec l'environnement social. Parce qu'on parle d'adolescents, là, dans mon cas, donc d'un prénom à un autre, d'un pronom à un autre, d'un style vestimentaire à un autre. Ce qui amène à la question de recherche, comment est-ce que ces adolescents-là et adolescentes sentent qui sont soutenus? Tu sais, c'est quoi les sources de soutien? C'est quoi les sources de tension? Puis c'est quoi l'impact de ces interactions-là sur les jeunes? Donc, au niveau de la littérature, il y a trois concepts qui sont vraiment importants. Il y a la transphobie, les microagressions puis les macroagressions. Fait que les jeunes trans et non-binaires sont davantage victimisés que leurs pairs cisgenres. Puis la transphobie est pernicieuse parce que elle peut être flagrante, les jeunes peuvent vivre de l'intimidation, mais ils vont aussi être témoins de la transphobie qui est subie par d'autres personnes trans et non-binaires sans nécessairement la vivre directement eux-mêmes. En termes de microagression, l'agresseur n'a pas forcément conscience du tort qu'il cause et qu'il ou elle cause. Puis, l elles peuvent être présentes dans des environnements relativement soutenants, fait que chez les amis et la famille aussi. Les macroagressions se situent au niveau, des politiques, des pratiques, puis du gouvernement. Donc, on pense au code permanent qui est attribué par le ministère de l'Éducation, qui fait la mention du nom, la mention du sexe sur les documents officiels, puis la seule option demeure masculin et féminin. Fait qu'il y a plusieurs études qui confirment que l'environnement social peut influencer de manière positive la santé mentale des jeunes. Et dans mon projet, j'ai utilisé le soutien social tel que décrit en 5 types par Wills et Chinard. Cette typologie-là a l'avantage d'avoir été utilisée dans une étude d'Andrevsky et Hall où le soutien parental offert aux jeunes trans et non-binaires a été étudié, puis ont trouvé ces formes de soutien-là, à l'exception du soutien de compagnonnage, puisque ça, c'était pas dans leur étude à eux. Donc, moi, j'ai utilisé la perspective écosystémique telle que décrite par Uri Brunson-Brenner. Puis, en termes de méthodologie, c'était une analyse de données secondaires d'un projet canadien plus vaste qui s'appelait Récits de soins d'affirmation de genre, apprendre des enfants, des jeunes et de leurs familles. La collecte de données était sur 3 sites, mais moi, je me suis limitée à la clinique d'affirmation de genre de Montréal. En termes de critères d'admissibilité, les jeunes devaient avoir un suivi à la clinique, puis un parent devait participer à l'étude. C'était des entrevues semi-dirigées. Alors, moi, j'avais 12 jeunes dans mon d'échantillon, 12 jeunes pubères de 13 à 17 ans là, qui prenaient une certaine forme de traitement hormonal ou étaient sur le bord de commencer. L'analyse des données a révélé la présence d'interactions sociales soutenantes et non soutenantes à travers différents environnements. Fait que les 5 formes de Wills et Schnorr sont présentes. La communauté LGBTQ se démarque par l'absence de tension vécue par les jeunes de mon échantillon. Puis au niveau de la famille élargie, ben, il y avait moins de données. C'est aussi un milieu qui est peut-être moins souvent fréquenté que l'école où les jeunes y vont 5 jours par semaine ou la maison où les jeunes sont au quotidien. Le soutien de validation, c'est le principal lieu de tension, toute forme de soutien confondu.
Il y a certaines personnes, certains milieux qui vont offrir un soutien de validation dès la divulgation de la transitude, puis vont maintenir ce soutien-là. Il y en a d'autres qui vont être rejetants. Fait que les normes de genre vont amener des tensions qui sont subtiles puis flagrantes en même temps, sans forcément avoir des intentions malfaisantes. Tu sais, à l'école, il y a des regards curieux, il y a des commentaires, mais il y a aussi de l'intimidation. Le soutien de compagnonnage vient surtout des amis, ce qui n'est pas surprenant considérant que ce sont des adolescents et adolescentes qui ont participé à ma recherche, mais aussi de la famille. Euh, il y en a qui ont des contacts quotidiens là, sur Internet, les réseaux sociaux, des chats. La source de tension, l'unique source de tension qui a été trouvée par rapport au soutien de compagnonnage est à l'école, où il y a près de la moitié d'échantillons qui rapportent avoir peu ou pas d'amis à l'école. Le soutien émotionnel, les jeunes vont choisir leur personne interlocutrice. Donc, ce n'est pas n'importe quel sujet qui va être abordé avec n'importe qui. Par exemple, il y a plus de sujets qui sont abordés avec les amis, mais quand ça a trait à la transitude, les jeunes vont se tourner vers la communauté transnationale ou LGBTQ. Il y a aussi l'école, non, c'est pas vrai. Il y a une source de tension qui découle des attentes des jeunes. Donc, si le soutien émotionnel qui est fourni ne répond pas aux attentes, ben, le jeune va se sentir moins soutenu. Par exemple, Héloïse, elle trouve que sa mère est surinvestie. Fait qu'elle va éviter de se confier à sa mère, puis elle va se confier à son frère, par exemple. Le soutien informationnel, c'est la forme de soutien qui a été la moins abordée par les participants. Les amis vont offrir un soutien par rapport à la détresse psychologique. La communauté trans et non-binaire, là, c'est comment mieux être lu, comment avoir accès à des soins d'affirmation de genre, des choses comme ça. Puis les sources de tension vont venir de conseils qui ne sont pas sollicités. Tu sais, par exemple, il y a Oliver qui s'est fait conseiller à nombre de reprises par les pères à l'école qui devrait donc être ami avec la fille trans féminine là, qui est dans l'autre école à côté, juste sous prétexte que tous les deux, ils sont trans. Puis, le milieu scolaire se démarque aussi par un manque de concertation dans le soutien informationnel qui est donné. Tu sais, ça va se faire à la pièce, au cas par cas, à l'exception de l'école d'Héloïse, où vraiment ils ont intégré la jeune dès son coming out, ils ont élaboré un discours, ils ont fait le tour de tout le monde, fait que tout le monde avait vraiment le même discours. En termes de soutien concret, les parents participent beaucoup, ils vont défendre les jeunes dans d'autres milieux, ils vont contribuer aux soins d'affirmation de genre, conduire aux rendez-vous, prendre les rendez-vous, payer les traitements et tout ça. Mais l'école se démarque encore. Tu sais, c'est un gros milieu, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de tensions, puis il y a beaucoup d'opposition. Par exemple, il y a deux écoles qui ont refusé de procéder au changement de nom malgré des documents légaux officiels. Il y a des écoles qui vont vouloir être accommodantes, mais elles n'arrivent pas à cause de procédures bureaucratiques au niveau de la commission scolaire. De manière générale, le soutien des pairs puis du personnel est bon. Ils vont bien s'ajuster à la transition sociale, ils utilisent les bons pronoms, les prénoms choisis. Sauf que cette expérience-là peut rapidement être ternie dès que quelqu'un se trompe de prénom, par exemple. Tu sais, il y a aussi une surexposition de la transitude à l'école. Dès que la personne se trompe de prénom, il y a les cours de natation qui exposent le corps. Il y a aussi des accommodements qui sont probablement bienveillants, comme dire, ben, tu peux utiliser la toilette du personnel. Pourquoi toi, tu utilises cette toilette-là, puis tous les autres utilisent l'autre toilette? T'sais? Fait que toutes ces interactions-là, on dénote vraiment une prépondérance des normes traditionnelles de genre qui ont des effets délétères contemporains ou antérieurs sur le bien-être des jeunes. Il y a une majorité de l'échantillon qui se sent incomprise, puis Annika, pour elle, la transitude, c'est même quelque chose de honteux. Il y a il y a des jeunes qui vont être capables de se défendre, de dire arrête de me poser ces questions indiscrètes-là. Il y a des jeunes qui vont faire de l'évitement. Je dirais que la majorité des jeunes vont faire de l'évitement. Puis il y a une minorité qui vont être un peu plus dans la dominance puis l'intimidation. Tu sais, je vais frapper plus fort avant qu'on me frappe, moi. Fait que les jeunes, en gros, ils ont du soutien social, mais les normes sociales traditionnelles de genre sont omniprésentes. Elles ont des impacts négatifs et elles se font sentir dans tous les milieux, même les milieux qui sont soutenants.
De par leurs interactions avec l'environnement social, les jeunes vont contribuer à une mouvance vers un soutien social. Puis leurs attentes aussi vont influencer leur propre perception du soutien qu'ils reçoivent ou qui est disponible. L'opposition entre un milieu soutenant et un milieu non soutenant va maintenir les jeunes dans une position qui est inconfortable. Fait que même si la famille est soutenante à la maison, qu'elle défend à l'école, si l'école n'est pas au rendez-vous, la jeune est quand même pris dans ça. Fait que le soutien est insuffisant dès qu'il y a un manque de collaboration entre les différents milieux. Le soutien social procuré dans un milieu se supplée pas, ne se substitue pas aux autres milieux. On s'inscrit vraiment dans une logique de tout ou rien. Fait en conclusion, la synergie tout de tous les systèmes de l'environnement social des jeunes est nécessaire pour leur bien-être, puis favoriser un soutien social.